Alors nous voici de retour pour aborder les priorités de supervision de l'AMF. Elles ont été publiées le 11 janvier dernier. Nous allons les décrypter en détail avec Didier Deléage, qui est directeur adjoint de la direction de la gestion d'actifs, France Mayer, qui est directrice de la division de la supervision des intermédiaires de marché, et Nicolas Patel, qui est directeur de la direction des contrôles. Bonjour à tous. Alors, avant d'entrer dans le détail des priorités de supervision 2021, nous vous proposons de faire un rapide retour en arrière sur certaines des grandes priorités 2020 de l'AMF avec vous, Nicolas. Oui, d'abord, je voudrais rappeler que la supervision, elle repose sur deux outils qui sont d'une part les actions de suivi et d'autre part les contrôles thématiques SPOT qui donc constituent à elles deux ce qu'on appelle notre supervision. Je voudrais également dire que s'agissant des contrôles SPOT, l'effet de la crise sanitaire en 2020 a eu pour conséquence le fait que nous n'avons lancé aucun contrôle entre mi-mars et mi-mai, ce qui a eu pour effet de décaler la série des missions que nous devions lancer essentiellement sur le deuxième semestre 2020. Alors nous avons publié 8 séries de synthèse SPOT au cours de l'année 2020 et au premier trimestre 2021. Les 5 premières concernent des diligences qui ont été menées en 2019 sur des thèmes et des priorités 2019. La première de ces 5 synthèses concerne la thématique des prestations en matière immobilière par les SGP. On a relevé des dispositifs de gestion des conflits d'intérêts qui encadraient bien la sélection des prestations, mais souvent ces procédures étaient peu traçables. La deuxième synthèse concernait, elle, le reporting AIFM par les sociétés de gestion. On a relevé qu'il y avait des données manquantes dans les reportings et que, par ailleurs, très souvent, malheureusement, les procédures n'étaient pas suffisamment opérationnelles. La troisième série la troisième synthèse qui a été publiée concernait les nouvelles dispositions MIF 2 en matière de gestion sous mandat. On a relevé d'une manière générale le déploiement des nouveaux questionnaires qui étaient plutôt en retard, qui n'avaient pas été déployés suffisamment en amont par les établissements financiers, et d'autre part des informations qui étaient fournies aux clients dans les relevés de gestion qui étaient souvent malheureusement un peu insuffisantes. Le quatrième thème qui a été publié concernait l'enregistrement des conversations en bon français record keeping. Alors là, dans les salles des marchés, on a relevé que les prestataires de services d'investissement dans l'ensemble, le panel, avaient un bon niveau de mise en œuvre opérationnelle de ces enregistrements de conversations, mais des insuffisances assez notoires en matière de contrôle. Et puis le cinquième thème, qui était un thème, donc, comme je l'ai dit, conduit en 2019, concernait le dispositif d'évaluation des IFT complexes. Et là, on a relevé que les modèles de valorisation, pour la plupart, n'étaient pas suffisamment documentés. Je vous renvoie sur toutes ces synthèses au site internet de l'AMF qui reprend directement l'ensemble de ces thèmes. Alors, nous avons également publié une synthèse sur les modalités d'externalisation du contrôle interne. Je vais y revenir. Il s'agit d'une thématique 2020. On a lancé ce thème en février 2020 et nous avons publié la synthèse en novembre 2020. Je vais y revenir tout de suite. Le suivant concerne les contrats de liquidité. Le contrat de liquidité qui est une spécificité française dans le cadre de la pratique de marché admise que nous souhaiterions voir continuer dans les années à venir.
Donc là aussi, on a rendu il y a quelques semaines une synthèse sur ce sujet. Enfin, les dispositifs MIF2 en matière d'adéquation, c'est une synthèse qui est toute récente, que je vous invite à lire attentivement. Elle a été publiée jeudi dernier et elle est très riche d'enseignements, notamment sur, malheureusement, des choses qui ne sont pas encore conformes aux standards et à la réglementation. Et donc, je vous invite à la découvrir. Alors sur le contrôle permanent, sur cette synthèse qui concernait l'externalisation, on a mené donc à partir de février 2020 une campagne auprès de 7 acteurs qui recouraient à 3 prestataires différents. On a relevé des pratiques assez hétérogènes. Alors d'abord sur la question de l'organisation des sociétés de gestion en matière de contrôle interne. On a relevé notamment que les moyens humains étaient certes cohérents avec le programme d'activité, mais que très souvent, en tout cas dans la plupart des cas, la distinction était très peu claire entre ce qui relève du contrôle permanent et ce qui relève du contrôle périodique. Sur le sujet des procédures et de la méthodologie de contrôle, on a relevé que les procédures étaient insuffisamment précises et opérationnelles en matière de conduite des contrôles. Sur la question du processus de contrôle, on a malheureusement relevé qu'il y avait des points de contrôle majeurs qui n'étaient pas réalisés. Quant au sujet du reporting aux dirigeants et à l'AMF, on a noté que le reporting aux dirigeants était majoritairement lacunaire dans 3 cas sur ceux qu'on a étudiés et qu'on avait une absence de mention des anomalies relevées par la fonction de contrôle interne dans les FRARAC. Enfin, sur la question du dispositif d'évaluation et de contrôle du prestataire par la société de gestion, on a relevé qu'il y avait globalement une insuffisance de traçabilité des diligences qui étaient menées sur le prestataire. Donc, en conclusion sur cette thématique de la délégation du contrôle permanent, on relève une situation qui est très contrastée, pour ne pas dire plus, avec un niveau d'efficacité qui est vraiment disparate entre les différents établissements. On a des dispositifs qui sont globalement insuffisants et il faut notamment insister sur l'importance que la société de gestion doit faire lorsqu'elle décide de s'attacher les services d'un prestataire en particulier. J'insiste en disant que cette possibilité de contrôle permanent est vraiment une spécificité française qui touche une grande majorité de petites et moyennes sociétés de gestion. Et donc, il est très important pour nous que ce dispositif fonctionne bien. Et donc, nous avons l'intention d'apporter des précisions dans les 12 à 18 prochains mois en matière de doctrine dans ce domaine, puisque, je le redis, nous avons d'une manière générale relevé une situation qui est très contrastée. Merci Nicolas. Didier, 2020 a aussi été marqué par des travaux de supervision sur la gestion de la liquidité. Oui, tout à fait. Alors, il s'agit d'un exercice commun au niveau européen mené dans le cadre de l'ESMA, qui a été un exercice relativement intensif, puisque près de 99% des encours OPCVM gérés par des gérants français ont été concernés. Ça nous a amené à adresser un premier questionnaire à 220 gérants d'OPCVM pour ensuite focaliser les efforts de supervision sur 55 gérants, représentant quand même encore 90% des encours, qui ont fait l'objet d'investigations complémentaires, à la fois de la part de la direction de la gestion d'actifs et de la part des équipes de contrôle, avec notamment un contrôle spot qui a concerné 4 acteurs sur cette thématique-là. Alors, les premiers enseignements, ils ne cherchaient pas la publication. Je dirais, ces enseignements n'ont pas encore été publiés. Ils feront l'objet d'une publication ultérieure, à la fois au niveau de l'ESMA et à la fois au niveau de l'AMF sur les enseignements spécifiques au marché français. Mais on peut quand même constater déjà quelques
quelques caractéristiques, notamment une diffusion toujours insuffisante de certains outils de la gestion de la liquidité. Alors ça avait été évoqué l'an dernier dans cette même formation, mais je le redis, on a encore peu de fonds qui on prévoit dans leur prospectus la possibilité d'activer des gates, c'est-à-dire de différer une partie des demandes de rachat sur les valeurs liquidatives suivantes. On a encore trop peu de fonds qui y font appel. On a une formalisation globalement insuffisante du suivi des risques de gestion de la liquidité, alors tout particulièrement au stade pré-investissement, c'est-à-dire au moment de la préparation de la décision d'investissement, on trouve peu de traces de la prise en compte de ces préoccupations de liquidité dans le processus d'investissement, et trop de sociétés qui font appel à la présomption de liquidité, c'est-à-dire qui considèrent que lorsqu'un actif est coté, il est liquide et donc on n'a pas besoin de se poser plus de questions que ça. Un troisième point, et je m'arrêterai là sur les premiers enseignements, on a vu pas mal de sujets qui étaient liés aux dérivés. C'est quelque chose qu'on a également retrouvé dans la crise. Une prise en compte insuffisante des problématiques liées aux appels de marge dans les stress tests de liquidité, et une prise en compte également insuffisante des conditions de dénouement des instruments OTC qui devaient être dénoués ou retournés à tout moment selon la réglementation. Et on retrouve ça relativement peu souvent dans les stress tests de liquidité, alors que ça peut être une source d'illiquidité des portefeuilles sans nécessairement qu'il y ait des mouvements de passifs associés. Alors tous ces sujets-là, donc qui n'ont encore une fois pas fait encore l'objet d'une publication, seront développés dans un atelier spécifique. Je fais un petit peu de publicité pour l'atelier 1 qui est prévu le 18 mars. Et je me permets à ce stade une petite digression quand même, puisqu'on parle beaucoup du risque de liquidité et cet exercice apporté sur les OPCVM. Maintenant, ça n'est pas parce qu'un actif est illiquide qu'il est nécessairement inadapté dans le cadre d'une construction de portefeuille ou en fonction des besoins d'investissement du client. Si on prend par exemple l'investissement dans des actifs illiquides de capital investissement, qui sont des actifs de long terme, qui viennent renforcer les fonds propres des entreprises et on va dire sous certaines réserves, notamment d'adéquation, de niveau de frais prélevés par le gestionnaire en venir raisonnable, qui ne viennent pas, obérer la rentabilité attendue par cet investissement. Ce sont des investissements qui ont toute leur place en fait dans une construction de portefeuille et qui ont toute leur place dans une offre de produits d'investissement à destination à la fois d'une clientèle professionnelle comme d'une clientèle non professionnelle. Voilà, je voulais passer ce petit message-là parce que trop souvent on considère que illiquidité égale problème. Ça peut, encore une fois, sous certaines conditions et dans des enveloppes adaptées, être juste parfaitement adéquat. Sur le deuxième thème maintenant, lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Alors je ne reviendrai pas sur les aspects d'actualité réglementaire qui ont été évoqués plus tôt dans la matinée, mais plutôt sur les actions de supervision qui ont été menées sur la thématique. Donc il vous aura pas échappé que c'est un thème qui figurait à la fois dans les priorités de supervision 2019, mais également 2020, ce qui est relativement rare. Et ça n'a pas été repris pour 2021, mais finalement, c'est un sujet qui est de facto permanent, avec depuis 2 ans, cette année sera la 3e, un envoi de questionnaire annuel par les SGP à destination de l'AMF sur leur dispositif, ce qui a permis à l'AMF derrière de réaliser un scoring des réponses reçues, des retours individuels auprès des établissements qui nous paraissaient en décalage ou dont le dispositif apparaissait perfectible. Et un petit rappel en la matière, le RACI LCBFT est à rendre pour le 30 avril 2021 et on s'attend du côté de l'AMF à ce qu'il contienne notamment des informations et des détails sur l'impact finalement de la crise du Covid sur les procédures. On s'attend notamment à avoir des informations sur le fait que les procédures LCBFT ont bien été maintenues opérationnelles en dépit du contexte sanitaire et des changements opérationnels que ça a pu induire dans les sociétés de gestion. Alors, dernier thème qui a été brièvement abordé par Nicolas tout à l'heure, et c'est un autre CSA qui a été mené en 2020 sur le caractère adéquat des propositions d'investissement aux investisseurs, qui a pris aussi la forme d'actions de suivi qui ont été effectuées par la direction de la gestion d'actifs et d'un contrôle spot. Donc ça, pour le coup, vous pouvez chercher la publication puisque ça a été publié la semaine dernière, en fait, le 11 mars. Et donc, pour revenir rapidement sur les principaux constats, donc quelques bonnes pratiques quand même, notamment le fait d'attirer l'attention des clients lors de l'entretien sur les incohérences sur les réponses qui ont été constatées dans le cadre du suitability test, déblocage automatique de possibilités de souscrire quand les questionnaires ne sont pas à jour, la priorisation des objectifs d'investissement quand il y a des choix multiples, et une qualité de données qui, toute chose étant égale par ailleurs, s'est avérée meilleure
que dans l'exercice précédent, CSA 2019, qui portait sur le caractère approprié. Alors, une fois que j'ai passé les bonnes pratiques, malheureusement, il y a quand même un certain nombre de mauvaises pratiques qui ont été constatées. Beaucoup tournent autour du rapport d'adéquation avec des absences de mention obligatoire, une génération du rapport postérieure à la réalisation de la transaction qui, évidemment, fait en sorte que le client n'a pas pu avoir connaissance du rapport en temps utile, des absences de procédure ou de contrôle sur la production de ce rapport d'adéquation et gérer la bonne complétude du rapport, l'absence de politique sur les produits équivalents, le fait que certains établissements ne vérifiaient pas les connaissances du client sur l'ensemble des produits susceptibles de leur être proposés, une confusion qui a été notée quelquefois entre la capacité du client à subir des pertes et la tolérance au risque. Ce sont deux choses différentes. Et enfin, pour finir, une absence de formalisation des préférences exprimées par le client en matière environnementale. Donc, je vous invite à lire le rapport qui, évidemment, est beaucoup plus détaillé que ça. Mais voilà déjà les principales conclusions qui ont pu en être tirées. Merci Didier. Alors, concernant les acteurs de marché, France, l'un des grands sujets a été la fin de certains indices de référence critiques. Oui, alors ça fait désormais plusieurs années qu'on vous parle de la fin de certains indices de référence critiques. 2021, il faut le retenir, c'est vraiment une année charnière pour la transition de ces indices de référence critiques vers les taux de référence alternatifs. Il faut accélérer cette transition compte tenu du peu de temps qu'il reste. Pour ce qui est de l'EONIA, vous le savez désormais, l'EMI arrêtera de publier définitivement l'EONIA le 3 janvier 2022. Donc, depuis le 2 octobre 2019, la Banque centrale européenne a introduit un nouvel indice sur le marché monétaire de la zone euro, c'est l'Ester, vous le connaissez. L'Ester remplacera définitivement l'EONIA le 3 janvier 2022. Alors évidemment, cette année encore, l'EONIA et l'Ester vont continuer à coexister cette année, mais il vous reste quand même moins d'un an pour mettre à jour à la fois vos contrats, pour mettre à jour vos offres et vos formules de calcul en remplaçant l'EONIA par l'Ester. Donc retenez bien, il faut commencer, si vous ne l'avez pas déjà fait, ou activer un peu la transition, l'Ester doit remplacer l'EONIA. Pour ce qui est du Libor, alors depuis 2014, vous savez que des groupes de travail pilotés par les banques centrales ont choisi des taux sans risque comme étant des taux alternatifs aux IBOR. Alors, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais le 5 mars 2021, la FCA a confirmé la fin au 31 décembre 2021 des LIBOR francs-suisses, du LIBOR sterlien, du LIBOR yen et des LIBOR dollars, une semaine et 2 mois. La fin du LIBOR dollar, toute ténor confondu, toute maturité confondue, est quant à elle programmée au 30 juin 2023. Donc vous l'avez compris, les délais réglementaires sont extrêmement serrés. Il faut se préparer au mieux en adoptant au plus vite les taux sans risque dans les nouveaux contrats financiers et il faut réduire les expositions aux anciens taux dans les contrats existants. Alors on va continuer à suivre les plans de transition des acteurs français comme on l'avait fait en 2020. On va intensifier en 2021 nos actions. On va s'attacher à vérifier que vous avez mis en place une gouvernance de gestion de la transition, que vous avez bien identifié dans vos contrats existants ceux qui portaient sur des indices de référence critiques qui ont vocation à disparaître. On vous invite, si ce n'est déjà fait, et vous savez que c'est une mesure obligatoire depuis 2018, à mettre en place des clauses de fallback. Les adhésions au protocole ISDA pour les dérivés sont importants et surtout, commencer, si vous ne l'avez pas déjà fait, ou alors intensifier l'utilisation des taux alternatifs. Merci France. Alors nous allons effectuer un petit sondage et vous demander quelle est votre utilisation des synthèses des contrôles spot que nous publions. Alors c'est à vous de répondre sur Slido. Je n'en ai lu aucune. Non, je ne peux pas le croire. J'en prends connaissance en fonction des priorités de mon établissement. Je les consulte toutes et les partage en interne. Alors, on verra ça, on verra les réponses tout à l'heure. Alors, avant de passer aux priorités de supervision 2021, nous vous invitons à visionner cette vidéo qui présente la nouvelle approche amont-aval dans la supervision de la gestion d'actifs. Pour
Pour la direction de la gestion d'actifs, 2 évolutions seront marquantes cette année. Le déploiement de l'approche dite amont-aval et l'arrivée d'un nouvel outil informatique, ROSA. La démarche amont-aval doit nous permettre de consacrer moins de temps aux travaux d'agrément, qui se situent en amont de l'activité, pour pouvoir faire davantage de suivi une fois que l'activité a commencé. Cette démarche, elle vise à nous permettre d'accentuer encore davantage notre approche par les risques et nous permettre de consacrer plus de temps aux travaux choisis. Cette évolution doit également être facilitée par l'arrivée d'un nouvel outil informatique, ROSA, que nous avons voulu concevoir à l'image du régulateur que nous voudrions être, accessible, réactif, moderne. Cet outil doit également nous permettre de placer la donnée au cœur du développement de l'approche par les risques. La démarche de réorientation de nos ressources et de notre approche de régulation vers un suivi a posteriori moins dépendant du flux d'agrément est une initiative coordonnée et ambitieuse qui repose sur 4 principaux axes sur un horizon de 2 ans. Le premier axe relève de l'amélioration de nos modes de fonctionnement internes pour viser plus d'efficacité et de rapidité dans nos travaux d'instruction. Le deuxième axe vise le renforcement du monitoring individuel des acteurs par une approche par zone de risque fondée sur des indicateurs et la génération d'alertes. Le troisième axe donne l'accent au suivi plus qualitatif des sociétés de taille importante et au développement d'une supervision thématique à même de favoriser une vision transverse de l'industrie, en continu comme en temps de crise. Le dernier axe constitue le socle d'une grande partie de ces initiatives, l'utilisation rationalisée de la donnée. Alors, cet axe d'utilisation de la donnée est tout particulièrement important. Il s'agit de tirer parti des évolutions technologiques pour mieux anticiper notre capacité à détecter les problèmes et mieux accompagner les acteurs. Cet axe s'appuie sur une évolution majeure du système d'information de l'AMF avec la mise en place du système ROSA qui remplace progressivement GECO et qui permettra à la fois de simplifier les processus pour les acteurs mais également de mieux utiliser la donnée. Nous allons également continuer à mieux utiliser les données déjà existantes mais également de continuer à mettre en place de nouvelles collectes de données. On peut notamment citer les données qui sont déjà remontées à l'AMF dans le cadre de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme ainsi que la collecte de données sur le respect par les fonds de leurs règles d'investissement et les indemnisations qui sera mis en place dans le courant de l'année 2021. Enfin, nous réfléchissons à mieux nous appuyer sur les travaux de contrôle déjà effectués par les acteurs de l'écosystème déjà investis d'une mission de contrôle et de surveillance des fonds et des acteurs. Alors, un des axes principaux de la supervision en 2021, c'est le suivi renforcé des acteurs pour s'assurer de l'application des dispositions de la directive MIF 2. France ? Alors, concernant meilleure exécution, ce n'est pas un nouveau thème, puisqu'en 2020, nos missions de supervision s'étaient attachées à améliorer la qualité des reportings qui étaient fournis par les prestataires fournissant le service d'exécution d'ordre pour compte de tiers ou de réception-transmission d'ordre. En 2021, les actions viseront cette fois-ci plutôt les SGP et au travers d'une campagne de contrôle spot. Concernant les activités transfrontalières, donc l'AMF va poursuivre les travaux qui ont été engagés en 2020 qui visaient à mesurer l'ampleur des services transfrontaliers qui sont fournis par les PSI français et pour s'assurer également de l'intégration de ces activités dans les dispositifs de contrôle conformité des établissements. Il va également y avoir une peer review qui sera menée par l'ESMA, cette fois-ci sur la fourniture des services d'investissement en libre prestation de services. Pourquoi plutôt la libre prestation de services plutôt que le libre établissement ? Tout simplement car c'est une zone de risque qui a été identifiée en matière de protection des investisseurs où les moyens d'action du régulateur d'origine sont très limités. Alors, cette peer review ne sera pas la seule, puisqu'une deuxième peer review est prévue sur 2021 de la part des équipes de l'ESMA. Elle portera sur le Brexit et sur le processus de relocalisation des différentes entités vers les pays de l'Union européenne, qui a déjà fait l'objet de travaux d'harmonisation dans le cadre du comité SCN de l'ESMA. Et sachant qu'on a vu entre 2018 et 2020 41 nouvelles entités françaises, aussi bien des entreprises d'investissement que des sociétés de gestion de portefeuille, se créer avec un lien direct ou indirect avec le processus du Brexit. Alors, s'agissant d'une autre priorité de supervision qui s'attache à viser à évaluer les dispositifs mis en place afin de respecter les exigences concernant la gouvernance des produits
par les producteurs et les distributeurs. Nos actions de supervision vont être menées au travers d'une action de supervision commune de l'ESMA, c'est ce qu'on appelle les CSA. Vous commencez à être familier avec ces CSA puisqu'ils existent depuis désormais 2 ans. Ils ont pour but de faire un échange d'expériences entre les régulateurs et d'identifier à la fois les bonnes et mauvaises pratiques dans l'industrie européenne. Donc, comme je vous l'ai dit, l'objectif est de s'assurer de la robustesse des dispositifs. On est en 2021, cela fait déjà 3 ans que MIF 2 est entré en application. Donc, il faut que l'on s'assure que ces dispositions qui portent sur l'ensemble de la chaîne producteur et distributeur sont bien respectées. Alors, ce qu'on appelle producteur, c'est à la fois celui qui émet le produit, mais c'est également celui qui crée et qui développe le produit. Et le distributeur, c'est celui qui offre, mais qui peut aussi recommander ou vendre ce produit. Donc, cette méthodologie, comme je vous l'ai dit, suivra le CSA qui a été défini par l'ESMA. Cette méthodologie a été définie au travers d'une task force à laquelle l'AMF a participé. Donc, nous allons envoyer un questionnaire, un échantillon à la fois de psy-producteurs, mais également de psy-distributeurs. Et ces questionnaires viseront les thématiques suivantes, à la fois, sans surprise, l'identification du marché cible et la stratégie de distribution, à la fois pour les psy-distributeurs et pour les psy-producteurs, ainsi que les échanges d'informations qu'il y aura entre ces 2 psy, ou en tout cas ces 2 business lines au sein d'un même psy. Évidemment, la thématique de la product review sera également au cœur de ce questionnaire. En termes d'échantillonnage et en termes de restriction un peu du périmètre, il a été décidé de s'attacher plutôt sur les produits qui viseront une clientèle finale de particuliers. Alors, à côté de cette action de suivi, Nicolas, je crois que vous avez prévu autre chose. On a lancé, comme on l'avait indiqué l'année dernière, puisque ça faisait partie des priorités de supervision 2020, on a lancé un spot fin octobre 2020 sur la question de la gouvernance produit, mais orienté vers les distributeurs. On a reçu récemment les observations des établissements aux rapports qui ont été envoyés et nous avons pour objectif de publier une synthèse en juillet sur cette question spécifique des bonnes et mauvaises pratiques relevées dans le cadre du spot auprès des distributeurs d'instruments financiers. Didier, en matière de suivi et contrôle des sociétés de gestion? Alors, sur le contrôle des sociétés de gestion, les directives AIFM et OPCVM5 prévoyaient des obligations renforcées de la part du dépositaire, aussi bien lors de l'entrée en relation, avec l'obligation d'évaluer les risques portés par l'établissement, du fait de sa taille, de sa nature, des opérations envisagées, de la politique d'investissement des fonds, qui permettent ou qui doivent permettre aux dépositaires de concevoir des procédures de surveillance appropriées des établissements dont ils acceptent d'être dépositaires des fonds. Alors maintenant, l'obligation de surveillance des dépositaires ne s'arrête pas au moment de l'entrée en relation, dans l'obligation de s'assurer de la régularité des décisions des sociétés de gestion, avec notamment l'obligation de mener des contrôles et des vérifications ex post sur les procédures des sociétés de gestion. Et je renvoie la balle à Nicolas, puisqu'une campagne spot va être prévue pour vérifier la mise en œuvre de ces obligations. Oui, on a prévu tout à fait dans le cadre de nos priorités 2021 de lancer cette campagne spot auprès de 5 dépositaires pour s'assurer que les dépositaires font bien un métier cohérent et conforme avec la réglementation en matière de suivi de leurs clients sociétés de gestion. Cette campagne spot devrait être lancée en fin d'année 2021, puisque nous envisageons de la lancer seulement au mois de novembre pour permettre aux autres campagnes d'atterrir avant. Alors, sur les coûts et frais, nous avons à nouveau un CSA, alors qu'il y a la particularité d'avoir été défini comme une priorité stratégique au niveau de l'Union européenne, comme une USSP, comme on dit maintenant, avec comme objectif tout simplement de s'assurer de la conformité des dispositions réglementaires relatives aux coûts, et tout particulièrement l'obligation de ne pas facturer des coûts indus aux investisseurs. On se
placera également sous le régime du supervisory briefing qui a été publié par l'ESMA en 2020. Un périmètre qui concernera les gérants d'OPCVM avec un taux de couverture un tout petit peu moins important que lors de l'exercice sur les liquidités, mais qui touchera quand même environ une cinquantaine de sociétés de gestion de portefeuille, ce qui représente 20% des SGP gérants des OPCVM. Alors, un questionnaire en 3 parties, et les sociétés concernées savent déjà qu'elles sont concernées puisque les questionnaires ont été envoyés en début de semaine dernière. Une partie qualitative sur le processus de tarification, une partie sur les fonds, la caractéristique des fonds, leur classe de part, les niveaux de frais, évidemment. Ces questions-là s'appréhendent classe de part par classe de part. Et voilà, un questionnaire plus détaillé sur la décomposition pour chaque classe de part des frais courants dans les différentes typologies. Alors, le rendu est prévu échelonné puisque la première partie du questionnaire devrait être retournée à l'AMF pour fin mars, la deuxième partie pour fin avril et la troisième partie pour fin mai. Vous voyez, c'est relativement simple à retenir. Suite à ces questionnaires, notamment la première phase, il y aura, je dirais, comme pour beaucoup de CSA, je dirais, à la fois des investigations plus poussées menées par la direction de la gestion d'actifs et un contrôle spot mené par la direction des contrôles. Alors effectivement, nous allons lancer une vague de contrôle spot sur cette thématique coûts et frais fin avril, début mai, d'ici un mois et demi. On utilisera notamment les travaux du questionnaire de nos collègues de la direction de la gestion d'actifs. L'objectif, c'est de pouvoir avoir une vision assez complète pour la fin d'année sur cette thématique. Alors, sur le point suivant concerne la mise en place d'un nouveau reporting destiné aux sociétés de gestion de portefeuille sur l'inobservation des restrictions d'investissement. Alors, en termes de timing, c'est quelque chose qui a été acté par le collège de l'AMF, où les modifications correspondantes dans le règlement général sont en cours d'homologation. Alors, c'est une disposition nationale, vous n'avez pas retrouvé cette obligation dans un texte européen, mais on se place dans un contexte qui est relativement similaire à ce qui existe déjà dans d'autres pays de gestion d'actifs. Et c'est pas quelque chose qui sera fait ponctuellement en 2021. Il ne s'agit pas de faire une opération coup de poing et ensuite de passer à une autre thématique, mais bien quelque chose qui correspond à un renforcement d'un processus qui a vocation à être permanent dans le cadre du renforcement des actions de supervision aval qui a été évoqué tout à l'heure dans la vidéo de présentation des modalités de supervision de la gestion d'actifs. Alors, de quoi est-ce qu'il s'agit exactement ? Il s'agit en fait de combler un angle mort qu'on avait jusqu'à présent dans l'information qui était remontée à l'AMF, puisque sur la thématique qui est quand même relativement importante, puisqu'elle touche à la fois au respect des exigences réglementaires, mais également des promesses qui sont faites aux investisseurs sur le respect par les fonds d'investissement, quelle qu'en soit la typologie de leurs restrictions d'investissement, et la remontée de l'information qui était faite à l'AMF jusqu'à présent était très incomplète, très tardive. On dépendait des procédures d'escalade des dépositaires, de la diligence des sociétés de gestion pour signaler, gérer des problèmes matériels ou significatifs, et éventuellement des commissaires aux comptes. Donc l'idée est de mettre en place un reporting trimestriel portant sur les déplacements qualifiés d'actifs, c'est-à-dire consécutifs à une action de la société de gestion et pas juste un déplacement passif relatif, par exemple, à une variation relative du prix des actifs entraînant un déplacement involontaire. Ça sera mis en place au 3e trimestre 2021 et devra également être remonté. Alors c'est un deuxième reporting, mais il y a un lien entre les deux. Une remontée trimestrielle de l'ensemble des indemnisations qui seront effectuées par les sociétés de gestion de portefeuille, toutes sources d'indemnisation confondues, que ce soit des indemnisations effectuées suite à un dépassement d'investissement ayant entraîné des conséquences pécuniaires pour les fonds, que sur d'autres types d'incidents, par exemple matérialisation d'un risque opérationnel. Alors je précise que l'obligation existant déjà de prévenir immédiatement l'AMF des incidents qui sont susceptibles de se traduire par des pertes supérieures à 5% est maintenue. On a bien une obligation d'information immédiate, on va dire pour les gros incidents, sans attendre d'ailleurs la fin de la qualification de l'incident ou sa résolution. Voilà, les textes précisent et sont des textes qui sont en vigueur depuis un petit moment, une remontée immédiate à l'AMF. Et on aura en ex post cette remontée trimestrielle, de l'ensemble des indemnisations qui permettra un suivi statistique des acteurs et également de s'assurer de leur capacité à respecter leurs exigences de fonds propres. France, concernant le post-marché ?
Alors, en novembre 2020, l'ESMA a défini 2 priorités stratégiques de supervision de l'Union. L'une d'elles vise à améliorer la qualité des données de transparence. En effet, la donnée, vous le savez, elle est au cœur de la supervision. Les données qui sont issues des différents reportings ont considérablement augmenté depuis 2008. Donc, une donnée de qualité est donc essentielle. On a fait le constat à l'AMF, et ça a été publié au travers d'une étude qui date maintenant de mars 2020, que 2 ans, puisqu'on était en 2020, après l'entrée en application de MIF 2, les bénéfices de la transparence obligataire se faisaient toujours attendre. Alors pour plusieurs raisons, mais une des raisons qui avait été identifiée lors de cette étude était que la complétude et la qualité des données étaient encore insuffisantes. Donc nous allons nous attacher, notamment dans nos missions de supervision, à réaliser plusieurs actions. La première, c'est nous allons continuer à contribuer aux travaux de fiabilisation du référentiel, enfin des référentiels de l'ESMA, que ce soit FIRDS ou bien FITRS, mais nous allons également apporter une attention particulière dans nos missions de supervision à la qualité de la donnée concernant la publication des transactions post-négociation dans l'univers de l'obligation. Comment nous allons faire ? Nous pouvons à la fois vérifier sur un échantillon si les données que vous publiez via le reporting MIFIR sont correctement publiées au sens de la transparence post-négociation, si vous avez mis en place une gouvernance, une vérification au travers de votre dispositif de contrôle que la transparence post-négociation est bien réalisée, quels que soient ces actifs obligataires, qu'ils soient liquides ou illiquides. Nicolas, je crois que vous aussi, vous allez réaliser des actions. Oui, absolument. Pour compléter donc le dispositif de supervision sur cette thématique de la transparence post-négo, nous allons lancer une série de missions, de 5 missions avant l'été, fin juin, sur des établissements qui opèrent à la fois des internalisateurs, enfin soit des internalisateurs systématiques, soit des OTF. L'idée, c'est de sélectionner 3 IS et 2 OTF, et nous allons regarder précisément cette transparence post-négo sur le marché obligataire en sélectionnant un certain nombre de transactions et en sélectionnant des échantillons dans chacun de ces 5 établissements. Donc, vous l'avez compris, la donnée prend de plus en plus d'importance dans notre façon de superviser les acteurs au sens large. Vous allez voir dans cette prochaine vidéo différents exemples d'utilisation des données que vous nous envoyez. L'AMF tire parti des données de reporting exigées par la réglementation européenne. Elle appuie depuis de nombreuses années maintenant sa supervision sur ces données. Elle collecte de nombreux reportings auprès des infrastructures de marché et des prestataires de services d'investissement, et en particulier en s'appuyant sur les réglementations qui nous permettent de collecter les opérations de vente à découvert, la réglementation EMIR sur les dérivés, la réglementation MIFIR sur les instruments financiers et les transactions, et enfin SFTR sur les opérations de financement sur titre. L'AMF a investi de longue date sur l'exploitation des données. Depuis les années 2010, elle a intégré de plus en plus de profils à compétences doubles, à la fois marché et data. Ces compétences ont été utilisées initialement pour la détection des abus de marché, puis pour la veille et la supervision. Les équipes de data scientists et d'analystes s'appuient sur la plateforme ICY, plateforme Big Data qui a été mise en œuvre par l'AMF depuis 2017. La détection des abus de marché repose depuis toujours sur les données de transactions et d'ordre obtenues auprès des infrastructures de marché, puis sur la collecte des reportings sur les transactions entre établissements. En 2018, la détection a fait un grand pas en avant grâce à l'intégration dans les reportings de données beaucoup plus granulaires qui permettent aux régulateurs d'identifier beaucoup plus facilement et rapidement le bénéficiaire final des transactions. Cela a permis d'améliorer l'efficacité de nos algorithmes de détection, mais également de réduire le nombre de demandes d'informations complémentaires auprès des intermédiaires. Nous en faisions environ 400 par an jusqu'en 2017. Désormais, c'est 120 par an. Notre plateforme nous permet de suivre l'activité des établissements et de détecter d'éventuels changements significatifs
mais également d'analyser des tendances plus générales. Elle nous permet ainsi d'ajuster notre supervision par les risques en ciblant les établissements les plus significatifs pour chacune des actions et des priorités définies par l'AMF. Les données recueillies nous permettent également d'éclairer les choix des législateurs ainsi que les autres régulateurs européens au moment de faire des choix sur de nouvelles normes ou de décider d'actions de supervision commune. Plus récemment, ces données nous ont permis d'évaluer l'impact du Brexit sur les établissements français ainsi que sur les nouveaux établissements agréés, mais également de détecter d'éventuels acteurs qui poursuivraient leur activité malgré la perte du passeport. Nous produisons également des statistiques globales sur l'ensemble des établissements que nous supervisons. Nous avons ainsi la possibilité de réaliser des zooms sur certains établissements de manière spécifique et par exemple de détecter des évolutions d'activité suite au Brexit. Un autre exemple d'utilisation de la donnée recueillie dans le cadre du reporting des transactions, c'est l'analyse du comportement des particuliers au moment de la crise du Covid. Nous avons pu détecter des volumes importants à l'achat au démarrage de cette crise et nous observons depuis régulièrement le comportement des particuliers sur les marchés boursiers. L'AMF exploite les données dès qu'elles sont mises à sa disposition. Nos équipes ont par exemple attendu avec impatience l'entrée en vigueur du reporting sur les opérations de financement sur titre à l'été 2020. Ces données nous permettent d'enrichir nos analyses sur les acteurs qui prennent des positions vendeuses, puisque ces acteurs ont l'obligation de couvrir ces opérations par des prêts-emprunts de titres. Grâce aux données SFTR, nous pouvons suivre la tension sur le marché du prêt-emprunt de titres et ainsi comprendre lorsqu'un titre devient plus difficile à emprunter. Par exemple, ça peut être le cas en lien avec l'actualité d'une société, une augmentation de capital ou encore des tensions qui sont plus ponctuelles autour des détachements de dividendes, ce qui montre l'importance des opérations d'arbitrage de dividendes. Ces réglementations et ces reportings que nous collectons nous permettent d'améliorer notre capacité de supervision, de détection d'anomalies ou d'observation des tendances, mais aussi d'améliorer notre réactivité en cas de crise sur les marchés. Alors, nous avons les réponses à notre sondage sur votre utilisation des synthèses des contrôles spot. Ça vous intéresse, Nicolas. Alors, vous êtes 65% à en prendre connaissance en fonction des priorités de votre établissement. Mais vous êtes tout de même 35 à les consulter toutes, les partager en interne. Félicitations, Nicolas. Alors, merci à tous pour vos éclairages et à vous d'avoir participé à nos sondages.